On va s'intéresser au Don Juan de Jacques Lassalle. Il conviendrait davantage de parler des Don Juan de Jacques Lassalle plutôt que du Don Juan de Lassalle, car de 1993 à 2002, ce ne sont pas moins de trois versions de la même mise en scène qu'il présente. Donc Lassalle est un familier de Molière, à commencer par Tartuffe, qu'il a pu monter lorsqu'il a eu les moyens comme qu'un théâtre, comme le TNS, donc le Théâtre National de Strasbourg, lui permettait. Lorsqu'il en fut nommé directeur, on se souvient peut-être de la scénographie de Yanis Kokos, de Gérard Depardieu dans le rôle de Tartuffe et de François Perrier en Orgon. On est en 1983. C'est par ce coup d'éclat qu'il entame son mandat au prestigieux TNS à la suite de Jean-Pierre Vincent. Bernard Dort est alors son conseiller littéraire. Suivent dans la carrière de Lassalle plusieurs Molières, comme Amphitryon en 1988, à sa sortie du TNS en 1991. Hein, il quitte le TNS en 90, mais au moment de son départ, il monte deux pièces de Tréteau, Le mariage forcé et Le cocu imaginaire, donc toujours de Molière. Cette expérience du TNS fait suite à une autre expérience marquante et très réussie de Lassalle. C'est bien sûr l'expérience du studio théâtre de Vitry de 1964 à 1982 qu'il a évidemment porté après l'avoir créé, tout simplement à la demande de la mairie communiste de la ville. Suivent la comtesse d'Escarbagnas à la Comédie Française et Georges Dandin à la Comédie Française également la même année en 1992. On peut parler également du Misanthrope en 98 et enfin, un an avant la reprise de Don Juan à la Comédie Française, L'École des femmes en 2001, dans une mise en scène hommage à la scénographie de Christian Bérard pour Louis Jouvet, dont nous avons parlé la semaine dernière, pardon. Lors de son intervention de mars 2021 pour l'ANRAT, notre cher Yannick Mancel avait attiré notre attention sur l'importance du petit homme chez Lassalle, de Sganarelle à Schweik particulièrement. Ce petit homme chez Lassalle est un pur regard, là je cite ici Lassalle, comparable au rôle du cœur antique, qui donne en spectacle la posture du regard, mais également la posture de l'écoute et ainsi créer un lien entre la scène et la salle, sans jeu de mots. Lorsque Jacques Lassalle propose une mise en scène de Don Juan en 1993 pour l'ouverture du Festival d'Avignon, il est alors administrateur général de la Comédie Française depuis 1990. Hein, il est d'ailleurs évincé en août 93, un mois après le Don Juan. Mais il le reprendra tout de même à la rentrée 93 à la salle Richelieu. Il est administrateur jusqu'à 93 à la suite d'Antoine Vitesse, mort brutalement. Donc, lorsque la salle propose cette mise en scène, il est nourri d'une longue tradition d'interprétation de la pièce de Molière, tradition dont nous avons posé les jalons dès la semaine dernière. Et pour la salle, cette assimilation est perceptible dès la scénographie. Les costumes empruntent à la peinture de Velázquez et sont un hommage au Don Juan de Jouvet, et surtout, 40 ans après le Don Juan de Villars, c'est dans la cour d'honneur que la salle va présenter sa pièce, en y incluant également des références à la version de Vitesse. Donc Jacques Lassalle voit la pièce comme une succession fragmentaire d'actions, une suite d'instants dans laquelle Sganarelle, par une sorte de maïeutique, engendre Don Juan. Ce dernier refuse de substituer son doute à quoi que ce soit. Il refuse de négocier. Cependant, Lassalle choisit tout de même de proposer une lecture pascalienne du personnage en présentant les défis de Don Juan comme des appels à Dieu. Il présente ainsi sa soif de jouissance comme une réaction de dépit de Don Juan de ne pas avoir trouvé Dieu. Les donjons de Lassalle permettent de comprendre comment une mise en scène se développe en lien étroit avec le lieu dans lequel elle se déploie.
Créée pour la cour d'honneur d'Avignon, la mise en scène est entièrement repensée pour sa reprise dans le théâtre à l'italienne qu'est la salle Richelieu, donc à la Comédie Française, où elle sera reprise une seconde fois avec 9 ans d'écart en 2002. Alors la formule est devenue célèbre. Mettre en scène dans la cour d'honneur, c'est mettre en scène d'abord la cour. Donc je cite ici la salle dans ses conversations avec Jean-Loup Rivière, publiées en 1994. Le scénographe Rudy Sabunghi y situe dans la cour d'honneur les trois lieux que nécessite la mise en scène. Je cite le scénographe, le bord de mer, la forêt et le château. Le château étant le lieu qui accueillera toutes les scènes d'intérieur nécessitées par la pièce. Donc, dans le plein air d'Avignon, la salle joue avec les éléments. L'eau, le feu et le ciel qu'invoque si souvent Don Juan. Et la salle fait de la cour un véritable acteur de la mise en scène, en particulier au dénouement, comme nous le verrons. La transposition de la scénographie d'Avignon à la salle Richelieu est l'occasion d'une recomposition frontale de la scénographie, du dispositif, car le décor en extérieur jouait fortement de la verticalité et des diagonales du fond de scène vers l'avant-scène, à l'aide notamment d'un grand élément triangulaire métallique situé à court que l'on perçoit dans l'image de droite. Donc, à la rentrée 1993, mais également en 2002, ce sont les métamorphoses de la scène à l'italienne qui vont créer les lieux de l'action. Les arbres, l'eau et le grand triangle métallique d'Avignon, le grand triangle métallique qui était au lointain, ces éléments ont disparu au profit de l'exhibition des signes constitutifs de la salle à l'italienne, à savoir balcon, dorures, appliques lumineuses des loges d'avant-scène et surtout rideaux de velours rouge. Ce sont là les éléments qui créeront l'espace de la fiction. Mais s'il suggère les lieux que suppose la pièce de Molière, ces éléments de la bonbonnière qu'est la salle à l'italienne se dotent très fréquemment de connotations métaphoriques au contact des comédiens. Un seul exemple pour s'en convaincre, lors de la première apparition de Don Juan, que la salle désigne comme fauteur de théâtre, lors de sa première apparition, un lourd rideau rouge descend des cintres au lointain et suggère ainsi par métonymie le palais de Don Juan dont parle Sganarelle dans la scène d'exposition. Mais lors de l'éloge de l'inconstance, alors que Don Juan évoque la douceur extrême qu'il éprouve à conquérir progressivement le cœur d'une femme, les plis du rideau prennent la forme humaine qui symbolise toutes les victimes du libertin. D'une manière générale, cette mise en scène mobilise fortement les ressources de la suggestion poétique, les éléments du décor prenant des significations diverses au contact des interprètes. Autre élément fondamental du décor, une grande boîte en bois. La boîte noire de la cage de scène est recouverte de lattes de bois couleur chêne, comme si l'ensemble de l'espace scénique était construit dans la matière même des planches du plateau. Il est très clair que dans l'esprit du metteur en scène et de son scénographe, cette boîte est d'emblée non seulement le tombeau du commandeur, mais également le cercueil de Don Juan. Le matériau théâtral devient ici véritablement signifiant, il devient signe. On va le voir d'ailleurs dans les scènes que nous avons choisies comme axe nous permettant de traverser les différentes mises en scène que nous abordons ce soir et que nous avons déjà abordées la semaine dernière. La scène d'Elvire, donc acte 1, scène 3. Dans la scène 3 de l'acte 1, le costume d'Elvire est semblable, à l'exception de la couleur des armoiries sur le pourpoint, semblable à celui porté par Don Juan lors de son entrée en scène. Ce costume est le costume d'une classe qui peut difficilement imaginer la trahison en son sein, trahison qui pourtant advient par Don Juan.
Don Juan, dans cette scène, apparaît métamorphosé en petit marquis versaillais. La Salle prend au pied de la lettre la description de la toilette de Don Juan par Pierrot à l'acte 2. La Salle y voit un référent historique. Je le cite: c'est un gentilhomme dépossédé de toute responsabilité politique et militaire, aseptisé par l'étiquette versaillaise. Mais surtout pour La Salle, les incessants changements de costume qui rythment la pièce disent chez Don Juan la recherche d'une forme, d'une identité, une quête de soi par l'apparence. Jeanne Balibar, qui a créé le rôle au Festival d'Avignon à 25 ans, à sa sortie du conservatoire, hein, repérée par Jacques Lassalle. Donc, Jeanne Balibar parle du masochisme d'Elvire. Pour elle, Elvire est une femme qui vient se faire humilier et qui reste, et qui se décide seulement après un assez long moment à s'en aller. Dans la proposition de Françoise Gillard, dont la captation vous a été proposée, celle de 2002, donc dans la proposition de Françoise Gillard, âgée de 29 ans en 2002, c'est la fermeté et la détermination à obtenir des justifications qui semblent l'emporter sur l'humiliation et la douleur, à l'image de son immobilité au centre du cercle que dessinent les mouvements de Don Juan et que vous pouvez percevoir à l'écran. Et lorsqu'elle somme Don Juan de s'expliquer, en disant par exemple: parlez, Don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier, c'est véritablement par l'ironie qu'elle laisse entendre qu'elle sait pertinemment qu'il n'y a rien à expliquer et que Don Juan a définitivement renoncé à elle. C'est l'image en bas à droite. Nous retrouvons ensuite le rideau rouge que nous évoquions tout à l'heure. Ce dernier, activé ici dans une fonction réaliste de tenture de l'appartement de Don Juan, dissimule temporairement Sganarelle jusqu'à ce qu'il soit contraint par son maître à répondre à sa place. Plus loin, dans un effet de symétrie, Don Juan répond au geste à la fois caressant et griffant de Elvire. Ce sont les images que vous voyez actuellement. Mais alors qu'elle cherche à le dégrimer, à lui ôter son maquillage et son costume de petit marquis, lui, par effet de symétrie, cherche à la toucher également, mais il cherche, lui, le contact sensuel afin de l'humilier davantage par l'affirmation de son ascendant. Cette humiliation s'accentue lorsque Don Juan force Elvire à effectuer le même mouvement circulaire que celui qu'il a dessiné auparavant, lorsqu'il la force à parcourir le même cercle afin de briser la rectitude digne qu'Elvire adoptait jusqu'à présent, jusqu'à la contraindre à l'horizontalité en la couchant sur son genou et en lui dénouant les cheveux. La cruauté de Don Juan va jusqu'à la laisser tomber sur le sol. Néanmoins, le geste obscène que Don Juan effectue du pied et qui rappelle peut-être un fétichisme vitésien, hein, le pied a une importance forte dans la scène équivalente chez Vitesse. Ce pied obscène se voit repoussé par une Elvire certaine du châtiment qui punira son mari. Alors que Jeanne Balibar jouait une femme très intériorisée, qui semblait s'interroger elle-même, Françoise Gillard est ici une Elvire plus déterminée, plus hiératique, peut-être plus tragique même. Chez La Salle, à l'acte 2, le décor est celui d'un climat très sensuel, pardon. Un rideau rouge léger est déployé sur toute la scène, recouvrant le mur du fond jusqu'à l'extrême bord du plateau. Et le rideau de velours du premier acte est remonté, mais sans disparaître complètement. Dans cet acte, les bruitages de clapotis, d'oiseaux, de vent et le léger souffle qui soulève le léger voile rouge installent l'acte dans un décor naturel de bord de mer, mais surtout créent un locus amoenus propice à la sensualité, une grande couche voluptueuse propre à accueillir les conquêtes du libertin. Dans la mise en scène de La Salle, notre scène 4, la scène des paysannes, est une scène lente. Le jeu est étiré, alangui, les paysannes semblant littéralement envoûtées par Don Juan. Le charme opère jusqu'à créer un quiproquo entre les paysannes, c'est ce que vous voyez à l'écran, chacune prenant l'autre
pour Don Juan, donc sous l'effet véritablement d'un Carmen ici. La salle, dans ses indications de jeu, invite à jouer l'abandon, le bien-être, en atténuant complètement la revendication de chaque paysanne à sa propre jouissance avec Don Juan. La salle invite ses comédiennes à vivre, je le cite, l'étreinte avec l'autre qu'il faut vivre comme une étreinte avec soi-même. En d'autres termes, sa propre jouissance passe par la jouissance de l'autre paysanne. C'est véritablement une scène de sensualité généreuse. La conséquence de ces indications de la salle, très visible dans la mise en scène de 2002, ce sont les mouvements des comédiens comme des vagues de désir. On y voit la mise en valeur du magnétisme des corps et de la dimension magique, donc le fameux Carmen, de la parole. Dans notre scène, les tonalités de voix sont alanguies, lentes et musicales. Les regards des paysannes ne se croisent pas, mais ont pour unique objet Don Juan et les costumes. Pourtant critiqués par le scénographe parce que surthéâtralisés, trop picturaux, trop encombrants, vont pourtant jusqu'à se fondre dans le décor. Enfin, la scène s'achève dans une complicité rieuse aux dépens de Sganarelle poussé du pied. Selon Andrzej Severin, l'acteur qui incarne Don Juan, la scène interroge et même postule la sincérité de Don Juan. Pourquoi ne serait-il pas amoureux des deux femmes? Habituellement, la scène n'était pas jouée dans cet esprit. On voyait deux idiotes, des marionnettes qui faisaient semblant de ne rien entendre. Dans notre version, elles sont considérées comme de vrais partenaires à qui l'on donne à réfléchir, qui décident d'entrer dans le jeu. C'est une forme d'hommage qui leur est rendu. J'aborde maintenant le dénouement. Donc, le scénographe Rudy Sabunghi déclare à propos de la statue: en Avignon, pour des raisons plastiques, je voulais qu'elle fût en métal plutôt qu'en pierre, dont le rendu est théâtralement difficile. Salle Richelieu, elle était en bois comme le décor, car je voulais qu'elle fût de la même pâte que le cercueil dans lequel elle était contenue. Le matériau mis en avant dans la version de Richelieu est bien le bois. La cage de scène est un écrin entièrement recouvert de lambris où se trouve la niche de la statue, dont la matière est en accord avec l'espace qui l'entoure. En effet, il s'agit d'un soldat armé en bois, articulé et vernissé. Lorsque l'avertissement du spectre parvient à Don Juan sous la forme d'une voix féminine enregistrée comme surgie d'outre-tombe, c'est la crainte qui se lit sur le visage de Don Juan. D'ailleurs, la salle dit que sous les coups de boutoir qui lui sont assénés, Don Juan a la tentation d'essayer pour voir, essayer de croire. Je pense que cette tentation de la foi, de la croyance, était plus marquée en 93 qu'elle ne l'est à l'écran actuellement, qu'elle ne l'est dans la version de 2002, je le dirais en conclusion. L'univers sonore dans notre dénouement est particulièrement important pour accompagner le surnaturel du final de la pièce. La voix du spectre est une voix féminine amplifiée et une musique d'orgue lui succède au moment de la disparition du spectre lorsque Sganarelle implore: jetez-vous vite dans le repentir. La voix de la statue, quant à elle, est amplifiée jusqu'à prendre des inflexions caverneuses, toujours sur une musique d'orgue. Plus que de théâtre à machine, chez la salle, on peut plutôt parler de poétique de la machine, car la statue en bois s'éloigne des procédés habituels. Elle relève ici davantage de l'analogie avec un automate que d'une statue animée. On peut en effet imaginer un mécanisme comme celui qu'abrite une horloge ou une montre, un mécanisme articulant différentes pièces de bois, ce qui effacerait toute idée de surnaturel divin. De la même manière, le mur qui s'avance jusqu'à faire rouler le corps de Don Juan dans la fosse d'orchestre relève d'un mécanisme implacable, comme si une force invisible mettait en mouvement le mur, hein. C'est bien par le théâtre lui-même que meurt Don Juan. Jacques Lassalle rappelle ainsi l'origine du théâtre à machine en remplaçant le surnaturel par le mécanisme théâtral lui-même. En Avignon, la cour était, par sa verticalité, un acteur de la mise en scène. À Richelieu, c'est la salle à l'italienne qui devient actrice. Dans la cour du Palais des Papes, le corps de Don Juan restait en scène après le foudroiement et Sganarelle
pendant sa tirade finale, tentait un dernier geste de sauvetage en serrant son maître dans ses bras et en prenant son visage entre ses mains. Lors de la reprise à Richelieu, à la rentrée 93, lorsque le mur du fond recule, après avoir donc poussé Don Juan, lorsque le mur du fond recule et retrouve sa place, il ne reste plus au bord de la fosse que le chapeau de Don Juan. En 2002, le valet ramasse le chapeau, mais c'est avec dépit qu'il le jette dans la fosse et sa colère prend alors les accents de la révolte lorsqu'il brandit d'un geste rageur l'épée du libertin, comme vous le voyez à l'écran. Donc pour conclure, je dirais qu'au lieu d'être comme en 1993 dans une compétition complice avec son maître, le valet Sganarelle, qui n'est plus joué en 2002 par Roland Bertin, mais qui est joué d'abord par Jean d'Outremet, puis par Thierry Ancis, ce valet apparaît maintenant comme désespéré, accablé, défait, consterné et révolté. Don Juan, quant à lui, s'il était pascalien en 93 et tenté par la foi, il est encore frappé en 2002 par des coups de boutoir, comme nous l'avons dit, mais il est porté, là je vais citer la salle, par une sereine et tranquille détermination d'athée, d'impie, de libertin et d'étrange méchanceté. Car ce Don Juan de 56 ans tout de même en 2002, hein, un Don Juan qui a persévéré dans ses péchés, ce Don Juan ne croit plus en rien, ne croit plus en lui, ne sait plus s'il a raison. Sa démarche est suicidaire, il marche dans un désert, en toute conscience va vers la mort comme vers sa seule certitude. Je cède la parole à Isabelle pour nous parler de Mesguich. Pour Daniel Mesguich, mettre en scène, c'est rentrer dans une démarche talmudique, car la mise en scène est un commentaire infini, dit-il, du texte source. C'est la raison pour laquelle il s'est emparé plusieurs fois de certaines pièces, comme Andromaque, qu'il a monté 3 fois. Mais le record, évidemment, revient sans doute à Hamlet, qu'il a repris 4 fois, en gros à chaque décennie depuis les années 70. La démarche de Mesguich consiste à appliquer au théâtre les principes de la déconstruction de Derrida. Dans un entretien, il déclare que la mise en scène doit s'attaquer à une triple univocité des pièces de théâtre. D'abord l'univocité des mots, puis l'univocité de la fable, et enfin l'univocité du sens culturel. Voilà, en gros, comme le préconise Marc-Alain Waknin, il ne faudrait pas se demander ce que veut dire le texte, mais ce qu'il peut dire. D'où une certaine tendance chez Mesguich à mettre en scène plusieurs fois un texte afin d'en approfondir indéfiniment son interprétation. Cette démarche n'a été appliquée qu'une seule fois par Mesguich à Molière, c'est sur Don Juan, justement, qu'il monte une première fois en 96, puis qu'il reprend en 2002. Il est à noter d'ailleurs que les répétitions de 96 se feront conjointement avec celles d'Hamlet, qu'il monte cette année-là pour la 3e fois. Donc Mesguich dit avoir utilisé pour Don Juan la pièce de théâtre, la pièce de Shakespeare comme matrice, en privilégiant une approche intertextuelle qui lui a lui-même permis de mettre en évidence ce qu'il appelle leur parenté spectrale. C'est du moins ce qu'il déclare dans un entretien dans Théâtre aujourd'hui, le numéro 6. Si Mesguich n'a monté qu'un Molière, c'est qu'il se dit bien plus proche de Shakespeare. Il dit même que Don Juan est probablement, à ses yeux, la pièce la plus shakespearienne de Molière. Sur sa première mise en scène en 96, on ne s'attardera pas, mais on se souviendra qu'il y faisait jouer le rôle de Sganarelle par une femme, Luce Mouchel, ce qui préfigure une partie des thématiques féminines que nous allons aborder à propos de la deuxième mise en scène, celle qui nous intéresse, celle de 2002, donc au Théâtre de l'Athénée. Alors, dans cette deuxième mise en scène, le couple maître-valet change, puisque c'est à Christian Eck que Mesguich confie le rôle de Sganarelle, et il jouera lui-même celui de Don Juan. Par rapport à ce couple, prenons juste un exemple de la déconstruction talmudique que pratique Mesguich. Lorsque Don Juan dit à Sganarelle à l'acte 4 « Tu pleures, je pense », Mesguich en fait quasiment un principe cartésien « Tu pleures, je pense ». À toi l'expression du pathos, à moi l'exercice de la raison. Cet exemple correspond au couple de clowns que le metteur en scène décide de former entre le maître et son valet. Comme on le voit sur la vignette ici, Christian Eck incarne une espèce d'Auguste, un bouffon loufoque, grotesque et ultra sensible, et Daniel Mesguich incarne un clown blanc, digne, sérieux et parfois dangereux, comme on le verra tout à l'heure.
On constatera tout à l'heure d'autres radicalisations dramaturgiques de cette version, comme Pierrot qui se retrouve vraiment dans la lune, Sganarelle qui est changé en nurse en mini-jupe, dont Louis qui va venir acheter la bonne conduite de son fils avec de l'argent sonnant et trébuchant, ou encore Dimanche qui devient un juif absolument terrifié. Si j'ai choisi de vous présenter ce Don Juan en utilisant une jaquette d'une édition scolaire, c'est parce que c'est souvent une édition, une version qui est utilisée par les professeurs de français de lycée. Et c'est assez efficace pour convaincre les élèves qu'une mise en scène est une lecture à part entière, de leur montrer des extraits de cette mise en scène, par exemple en la comparant avec celle de Bluval. Alors, l'espace proposé par ce Don Juan de 2002 est abstrait et il autorise une forte hybridation de l'espace. Le sol est composé de dalles noires sur lesquelles se reflètent les silhouettes des comédiens et le fond du plateau uni est tantôt noir, tantôt bleu, avec des jeux de lumière qui le métamorphosent, afin de permettre au ciel dramaturgique d'être toujours présent au cours de l'action et de peser sur la destinée de Don Juan. Cet ensemble abstrait évoque des espaces variés, la chambre de Don Juan, la plage, la forêt, le tombeau, etc., etc. Alors, la scénographie, elle se singularise aussi par la présence d'une série de statues de femmes nues, figées. Donc, je pense qu'on doit commencer petit à petit à avoir une espèce de parité, une espèce d'évocation de la version de Bobet que nous avons découverte la semaine dernière. Donc, ces femmes sont dans des poses soit sensuelles, soit douloureuses, et elles sont régulièrement apportées ou déplacées par des régisseurs, des ménageurs. Donc, évidemment, leur symbolique est double. D'abord, elles figurent la fascination de Don Juan pour les femmes, mais elles incarnent aussi ces multiples conquêtes qui sont comme pétrifiées après leur abandon. Donc, par les plans d'éclairage, l'espace évoque comme la chambre d'un barbe bleu esthète qui aurait figé ces femmes dans le plaisir ou le désespoir. Mesguich évoque d'ailleurs des femmes tuées d'oubli qui seront autant de marches de marbre d'un escalier qui le conduira au ciel. Mais les statues peuvent être aussi l'objet de jeux de scène comiques de la part de Sganarelle et Guzmans, comme on le voit sur la vignette en bas à gauche, qui les observent avec des regards concupiscents et qui osent à peine les épousseter. Cette scénographie statuaire évolue au troisième acte, quand une nouvelle sculpture vient remplacer celle des femmes victimes. Il s'agit d'une imposante composition à la manière de Rodin, représentant 4 nus, 3 femmes et un homme. La scène est violente, elle représente le châtiment d'un homme supplicié par 3 femmes armées. Et à noter que cette composition est amenée au plateau sur un socle et que le public ne s'avise qu'il s'agit de statues vivantes qu'à la scène 5 de l'acte 3, quand le commandeur répond à Don Juan. Un dernier élément scénographique va déterminer cette mise en scène, c'est le lit de Don Juan qui frappe par sa taille imposante et la symbolique dramaturgique qu'il propose. Il est présent sur scène dès le début de la pièce, c'est là qu'il mourra, ne laissant à sa place qu'un peu de cendre. Mesguich parle d'ailleurs d'un lit ardent, comme on dirait d'un buisson. Et les 2 derniers accessoires déterminants seront un phonographe que Don Juan actionne à plusieurs reprises pour écouter un air évidemment du Don Giovanni de Mozart, et puis un jeu de livres pour leur usage référentiel lorsque Don Juan lit couché, et puis pour un usage plus scénique lorsque de grosses encyclopédies servent de socle de pose dans la scène de peinture des paysannes sur laquelle nous reviendrons. Déconstruire les conventions du théâtre peut aussi prendre la forme d'une mise en abîme. Ainsi, la tirade inaugurale de Sganarelle est travaillée depuis 1996 comme un prologue où le vrai mot, celui du théâtre, aurait été remplacé par le mot tabac. Les qualités attribuées au tabac sont en fait les vertus du théâtre. Donc, évidemment, pour Bobet, c'est un hommage à Mesguich. On verra aussi au cours de la pièce des déménageurs qui installent un décor en plein dialogue, ou Sganarelle qui révèle par ses maladresses la densité du décor en carton-pâte. Et puis enfin, un Don Juan qui, au cours de la tirade sur l'hypocrisie, se démaquille longuement, voilà, pour dénoncer effectivement la théâtralité. Alors, si nous étudions les scènes que nous avons sélectionnées, prenons d'abord Elvire. Alors, Elvire, évidemment, c'est sous le signe du pathétique que Mesguich décide de traiter son personnage. Il décide ici de ne la faire apparaître ni en habit de campagne, ni en religieuse, ni en aristocrate bafoué, mais dans sa robe de mariée, ce qui rend évidemment son apparition particulièrement poignante. Elle vient en femme amoureuse et désespérée, sans aucune colère.
Le blanc évoque bien sûr les statues environnantes, mais le personnage mesguichien de référence ici, évidemment, le sous-personnage, c'est Ophélie, que le metteur en scène connaît bien évidemment. L'état de sidération d'Ophélie vient du fait qu'elle ne reconnaît pas Hamlet quand elle vient lui demander où en sont ses sentiments, et c'est précisément la situation dans laquelle, aux yeux de Mesguich, se trouve la première Elvire. La deuxième scène, Elvire Don Juan, que j'ai placée plutôt sur la partie droite de cette planche, ne produira aucun apaisement chez elle, mais plutôt une aggravation de sa souffrance et de sa folie, tout comme effectivement Ophélie au cours de la pièce de Shakespeare. Prenons maintenant la version des paysans, elle aussi extrêmement surprenante. Cette scène, elle offre aussi un exemple de déconstruction de certaines conventions théâtrales. Mesguich part du principe que la langue des paysans de l'acte 2 a un caractère exotique dès le XVIIe siècle et il choisit de la traiter de manière poétique. Pour le metteur en scène, le dialogue, par exemple, entre Pierrot et Charlotte, c'est de la langue française, hein, puisque les spectateurs comprennent et rient quand il faut, mais ce n'est pas du français. Pourtant, si ce n'est pas du français, on peut tout de même le lire et on peut même le faire étudier en cours de français, mais en même temps, si on demande aux élèves d'écrire ce langage, ils n'y arrivent plus. Donc, clairement, pour Mesguich, c'est une langue de théâtre et ce sont des paysans de théâtre qui vont nous faire voyager d'une langue à l'autre plutôt que d'une classe sociale à l'autre. La pièce évoque un groupe un peu paradoxal entre deux réalités, puisque même Molière dit que ce sont des paysans de bord de mer. Donc, Mesguich va pousser le curseur jusqu'à les traiter en une peuplade étrange et archaïque de l'île de Sicile, presque japonaise, hein, qui peint des ciels avec des gestes très ritualisés, et dans laquelle, évidemment, Don Juan va cruellement faire irruption. Donc là, comme vous pouvez le constater sur les vignettes, on est vaguement dans une pastorale un peu digne de l'Astrée. Pierrot est traité à la de Bureau hein, dans Les Enfants du Paradis, en une espèce d'artiste contemplatif qui peint des sortes de marines. Et Charlotte et Mathurine deviennent des colombines interchangeables. Du coup, comment garder la question du rapport de classe et de la relation maltraitante que Don Juan établit avec eux? Eh bien, Mesguich décide de garder ce rapport en créant une dialectique dans les codes de jeu. Les paysans sont comme pris dans un jeu très stylisé qui les maintient dans une gestuelle et un phrasé très pacifique. Et Don Juan, lui, il a droit à un registre, au contraire, très réaliste, très offensif, qui provoque une profonde vulnérabilité des paysans. On est presque dans la fable du loup et l'agneau. Le rapport de classe est exprimé ici par la dimension prédatrice du personnage qui chasse véritablement des paysans herbivores attaqués par un noble carnassier. Alors, on s'est permis une petite entorse par rapport à notre cadre initial. Je vous propose de rajouter une étude de scène parce qu'elle me paraît particulièrement représentative d'une certaine façon de la démarche de Mesguich qui consiste à questionner les personnages depuis un sens marginal, comme le conseil Derrida, afin de déconstruire le système relationnel des personnages. Donc, je vous propose juste une toute petite, un tout petit détour par la scène de Monsieur Dimanche. Cette scène est souvent une des scènes les plus comiques de la pièce et elle est traitée ici de la manière la plus terrifiante qui soit. Le choix est très malaisant dans la mesure où, a priori, le metteur en scène semble revenir sur le stéréotype raciste du juif usurier. Mais transformer Dimanche en un juif qui a prêté à Don Juan une somme si importante qu'elle justifie la présence de tous les membres de sa famille éclaire un aspect inattendu du jeu de clown menaçant de Don Juan. Ce personnage esthète et mélomane est capable de brandir des torches enflammées devant des enfants apeurés, ce qui renvoie évidemment aux thèses de Walter Benjamin sur la façon dont l'esthétisation du pouvoir eh bien, annonce le fascisme, tout simplement. Donc Mesguich, dans cette scène, se demande comment une civilisation aussi raffinée que la société viennoise, celle évidemment des phonographes, de la lecture, de ce grand lit qu'il a installé au préalable, a pu sombrer dans la barbarie. Voilà, juste pardon pour ce petit détour qui me paraissait important. La dernière scène de la pièce, donc le dénouement, il est placé sous le signe d'une atmosphère apocalyptique, une nuit brumeuse qui domine le plateau. La voix du commandeur y résonne, préside à des événements magiques. Le lit est parcouru de flammes. Et évidemment, les statues de ces femmes sont douées de vie et Don Juan va disparaître dans un lit métamorphosé en brasier. Donc, les statues se sont animées. La mise en scène joue vraiment à plein du fantastique autorisé justement par la mise en scène. Donc, c'est vrai que la représentation de la statue du commandeur pose toujours d'épineuses questions.
de même que la représentation du spectre chez Hamlet, hein, dans Hamlet. Et donc, Mesguich décide de résoudre cette question sous le signe des femmes. La statue qui s'anime sera donc celle de ces trois femmes dénudées qui s'autonomisent hors du socle pour appliquer le châtiment. Don Juan meurt alors qu'il est sur son lit, et cette épreuve révèle qu'il est puni par là où il a péché. C'est la puissance de son désir qui le consume, et ce sont les femmes qu'il a bafouées qui accomplissent le rite vengeur. Romain m'a soufflé que cette esthétique s'était sans doute inspirée de l'adaptation de Dracula de Bram Stoker par Coppola en 1992. Je vous invite à voir l'extrait, effectivement, avec Keanu Reeves se faisant sauvagement agresser par trois succubes. C'était assez intéressant. À noter enfin que les gages de Sganarelle ont brûlé sur le lit, comme vous pouvez le constater dans la vignette finale en bas à droite, et qu'ils avaient été fournis par Don Louis, comme vous pouvez le constater par la vignette en haut à gauche. Don Louis était venu acheter la bonne conduite de Don Juan, et c'était finalement les gages de Sganarelle qui ont brûlé. Voilà. Donc ce clown blanc, à la fois mystérieux et rationaliste de Mesguich, eh bien, le metteur en scène le situe entre Jouvet et Villars, c'est-à-dire entre la séduction et l'athéisme, qui sont vraiment les deux pôles de l'oscillation du personnage. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que pour Mesguich, Don Juan n'est ni un libertin, ni un athée, mais un gouffre, une espèce de gouffre nietzschéen, un trou noir qui mène une expérience que lui-même qualifie de pascalienne. Et on comprend du coup la parenté qu'établit clairement Mesguich entre le personnage de Molière et celui d'Hamlet. Nous allons donc maintenant nous intéresser au Don Juan de Macaigne, de Vincent Macaigne, titré Don Juan et Sganarelle, donc son téléfilm. Donc en 2016, à l'invitation d'Arte et de la Comédie Française, Vincent Macaigne a réalisé une adaptation de la pièce de Molière en respectant les règles de la collection qui s'intitule La Comédie Française fait son cinéma, qui avait déjà offert de belles réussites avant 2016, comme L'illusion comique de Corneille par Mathieu Amalric en 2010. On peut penser à La forêt, réalisée par Arnaud Desplechin. On songe également à Valeria Bruni Tedeschi ou Valérie Donzelli, qui se sont également prêtés à l'exercice. Donc, les règles de cette collection, la Comédie Française fait son cinéma, sont les suivantes. Choisir une pièce jouée à la Comédie Française, tournée en 13 jours maximum, avec les acteurs et actrices de la troupe qui ont joué dans la pièce qui a été choisie, respecter le texte et le couper si nécessaire, mais sans le modifier. Ne pas excéder 1h40, et enfin, tourner dans un décor naturel. Il revient donc à Loïc Corbery d'être Don Juan et à Serge Bagdasarian d'être Sganarelle, deux comédiens déjà distribués dans ces rôles par Jean-Pierre Vincent, lui aussi un familier de Molière. On pense notamment aux réalisations d'un Molière, c'est-à-dire Le Misanthrope en 77, lorsqu'il découvre Philippe Clévenot, lorsqu'il le révèle véritablement. Donc, c'est un familier de Molière, Jean-Pierre Vincent. Dans sa version de 2012 à la Comédie Française, on a pu remarquer l'humour et la dérision chez Serge Bagdasarian, qui campait un Sganarelle sans doute plus philosophe que son maître, qui lui se livrait à des frivolités vocales et corporelles sous les traits de Loïc Corbery. La jeunesse rieuse de Don Juan défiait le ciel comme un adolescent rebelle qui s'amuse de tout, un gamin immature et égocentrique, qui ne se mesure pas vraiment au ciel, qui ne se confronte pas vraiment à la foi qu'il bafoue pourtant. C'est dans cette mise en scène que Don Juan, après avoir été foudroyé, se relevait, retrouvait Sganarelle et repartait d'un pied léger vers de nouvelles aventures. Le metteur en scène, Jean-Pierre Vincent, se justifiait de ce choix qui n'a pas été du goût de tout le monde, c'est le moins que l'on puisse dire. En 2012, à France Inter, il déclarait, pour se justifier, Dieu n'est pas mort, contrairement à ce qu'a dit Nietzsche. Il n'a jamais existé. Bien qu'il n'ait jamais existé, il n'est pas mort. Nous sommes seuls à nous démerder. Sans Dieu, il n'y a rien.
Cette lecture, un peu trop sérieuse globalement, en manque d'insolence, a été plutôt froidement accueillie. Lorsque Vincent Macaigne s'empare de la distribution de cette version de 2012, on s'attend à une approche moins sage, voire furieuse de la pièce, hein, quand on connaît un tout petit peu la réputation de Vincent Macaigne, dont je vais dire quelques mots, parce qu'aujourd'hui, il est surtout connu pour les nombreux rôles qu'il joue au cinéma. Après sa sortie du CNSAD, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, Macaigne s'est fait remarquer en tant que metteur en scène, d'abord en montant friche son propre texte, hein, mais c'est surtout à partir de Requiem à la ferme du Buisson en 2006, puis à la suite de Requiem 3, qui est une première version de l'Idiot, d'après Dostoïevski. Donc là, on est en 2007 avec Requiem 3. Puis enfin, Idiot, à nouveau d'après l'idiot de Dostoïevski. Là, on est en 2009. Là, il se fait véritablement une réputation de notoriété qui va exploser littéralement en 2011. On peut même parler de consécration au Festival d'Avignon avec une adaptation d'Hamlet de Shakespeare titrée Au moins, j'aurais laissé un beau cadavre. Spectacle qui a particulièrement bousculé la critique comme le public, littéralement sidéré par la violence jubilatoire du spectacle. La carrière de Macaigne au théâtre s'arrête, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, pour l'instant, en 2017, avec Je suis un pays et voilà ce que jamais je ne te dirai. Carrière qui s'arrête au profit du cinéma. Alors, quelques mots sur l'esthétique de Macaigne. Voilà. Il aime à faire participer le public, alors surtout si on aime la bière et la variété italienne. Alors j'ai hésité à vous faire entendre quelques extraits, notamment Sarah Perché Ti Amo, de peur que vous ne vous mettiez à danser et sans doute de peur que moi-même je me mette à danser. Donc on a un petit aperçu de ça dans le Don Juan, parce on a le Ti Amo de Umberto Tozzi. Alors dans l'un des spectacles, on a aussi le Porquet te vas de Jeannette, hein, dans l'un des spectacles de 2017, dont je vais dire un mot juste après. Donc, il aime à faire participer le public, mais comme il le précise, surtout pas d'une manière Club Med. En effet, il prend le risque de laisser le public, en investissant le plateau, il prend le risque de laisser le public déborder la représentation par sa présence et ses réactions imprévisibles. Mais pour qui a vécu ce qui relève plus d'une expérience que d'un énième événement culturel, pour qui a vécu cette expérience en assistant à une représentation signée Macaigne, force est de constater que chaque pièce semble être en attente de dérapage, voire appelle le débordement, à l'image de son dernier spectacle, une dystopie qu'on pourrait qualifier d'accélérationniste, hein, qui pousse vraiment jusqu'à l'absurde le système néolibéral dans lequel nous sommes plongés. Donc, que se passe-t-il dans cette dystopie? Eh bien, les spectateurs d'une pièce intitulée Voilà ce que jamais je ne te dirai, eh bien, débarquent dans la représentation d'une autre pièce intitulée Je suis un pays. Les spectateurs de Voilà ce que jamais je ne te dirai, à la manière d'une équipe de sauveteurs en combinaison blanche équipée de lampes frontales, font irruption dans la représentation de Je suis un pays et on assiste littéralement à la dévoration d'un spectacle par l'autre, alors que les deux spectacles sont censés se dérouler en parallèle. Ces spectacles excessifs, dionysiaques, qui se veulent, j'emprunte une formule à Macaigne, plus grands que la vie, éreintent les spectateurs comme ils éreintent les interprètes et le metteur en scène lui-même, hein, qui a été victime d'un AVC après Hamlet. Il a formulé un jour de 2013 à Cologne, dans un long SMS destiné au cahier du cinéma,
ce que j'oserais modestement nommer une éthique de l'épuisement. Il dit se fatiguer pour rien, juste pour dire nous avons vécu en ce temps. Et en ce temps, nous étions ainsi. 2013, c'est d'ailleurs l'année où il se retrouvait en première ligne au Festival de Cannes avec trois films dans lesquels il jouait: La fille du 14 juillet d'Antonin Perechatko, Deux automnes, trois hivers de Sébastien Bette-Bédé et La bataille de Solferino de Justine Triet. Depuis, il est absolument partout dans le cinéma français, dans lequel il incarne essentiellement un personnage d'amoureux transi, timide. Mais je veux tout de même vous montrer quelques images de réalisation de théâtre qui donnent un petit peu l'impression de s'ennuyer partout au théâtre une fois qu'on a vécu une représentation de Macaigne. Donc là, c'est le Hamlet. Hein. Je vous montre un petit peu à quoi peut ressembler le plateau, qui chez lui est véritablement un champ de bataille, des corps et des idées. À l'occasion de la reprise de Idiot en 2014, il déclare: c'est comme mes films, l'important est que l'idiot existe, qu'il se fasse. Même si c'est un énorme mur, impossible à grimper, au moins on montrera à tout le monde qu'il existe, ce mur. S'il le faut, on se le prendra dans la gueule, mais on ne va pas le contourner. Donc ces spectacles sont violents, il en convient, et lui dit qu'on parle de la soi-disant violence de mes spectacles. Mais c'est peut-être pour ça que mes spectacles parlent de qu'est-ce que l'espoir, qu'est-ce que se salir. Voilà. Se salir, ça affecte autant les comédiens, le metteur en scène, que les spectatrices et spectateurs. Donc pour son premier long métrage, après un premier court métrage en 2011 intitulé Ce qu'il restera de nous, Vincent Macaigne s'attaque à Don Juan et en propose une longue dérive vers la mort, une grande vanité animée d'une pulsion de mort, mais une pulsion de mort qui, pour se réaliser, passe par toutes les formes possibles de divertissement, comme si Thanatos avait besoin, pour s'accomplir, de traverser Eros, de passer par Eros. Le prologue montre le duo éponyme au petit matin dans un jardin désert, en lisière ou en lisière de bois, relativement flou. Ils tirent tous les deux le cadavre d'un prêtre, puis creusent une tombe où ils déposent le corps. Corps sur lequel ils jettent de la terre. Alors Don Juan rit, il rit d'un rire sarcastique. Ce rire redouble le geste ironique qui ouvre le film. Hein. En effet, quelqu'un est bien avalé par la terre, comme à la fin de la pièce. Sauf qu'ici, c'est le commandeur, en l'occurrence un prêtre, un curé, qui est avalé, un prêtre qui a été tué, on ne sait trop comment ni pourquoi, par le maître et son valet, puis enterré à la va-vite en forêt. Ce Don Juan n'est visiblement pas un grand seigneur méchant homme en habit du XVIIe siècle. C'est un garçon d'aujourd'hui qui porte un crucifix tatoué, tatoué au marqueur. Hein, c'est Ganarelle qui effectue les tatouages. Donc un crucifix tatoué sur la poitrine, une inscription I want to die dans le dos. Son costume rappelle d'ailleurs le Kurt Cobain du film de Gus Van Sant, Last Days. Donc film qui relate les derniers jours du célèbre musicien. Don Juan réunit ses amis dans un grand hôtel, le Lutetia, pour une nuit d'orgie. Visiblement, il vit au Lutetia. Nuit d'orgie où le tabac de Molière devient alcool et cocaïne. Et même si Don Juan est au centre de la fête, ici, c'est un grand poster qui orne une salle de bain. Don Juan ne jouit pas de la fête, il ne profite de rien, il ne prend plaisir à rien, à l'image de la pièce qui sert à accueillir les danseurs et danseuses que vous voyez ici, hein, au centre de laquelle se trouve un Don Juan complètement indifférent à la fête qui se déroule autour de lui. Donc Don Juan est interrompu alors que la fête bat son plein. Hein. En effet, il reçoit Elvire, incarnée par Sulian Brahim. Il la reçoit dans le couloir en déshabillé. C'est lui qui est en déshabillé, en nuisette plus précisément. Si les spectateurs comprennent vite que ce qui guide le film,
et la recherche éperdue de l'instant de grâce qui sauverait Don Juan de la chute dans le désespoir. Un autre fil est lisible dans les extraits que nous avons choisi d'aborder avec vous. C'est le fil de la vengeance d'Elvire. La scène 3 de l'acte 1, comment est-elle traitée par Macaigne? Nous y venons maintenant. Le texte que dans la pièce, Ganarelle adresse à Gusman pour le préparer à la révélation de l'infidélité de Don Juan. Ce texte est ici destiné à Elvire, à l'entrée de l'hôtel. Et face à la froideur de Don Juan, Elvire, suppliante, véritablement pathétique, se décompose de plus en plus, alors que le costume même du personnage de Don Juan ne laisse que peu de doutes quant à l'adultère. Elle reste alors de longues minutes seule dans le couloir. Il la rejoint et ravive alors sa passion en l'embrassant fougueusement, mais il la repousse brutalement. Elvire met alors rapidement fin à son humiliation et dans une scène silencieuses apparaissent dans la rue, en plongée, depuis le regard de Don Juan lui-même, les instruments de la vengeance d'Elvire, à savoir 12 hommes à cheval portant des flambeaux. Ils sont descendus des chevaux. L'image de ces hommes cagoulés qui rappellent les membres du Ku Klux Klan est véritablement glaçante. Don Juan s'habille alors précipitamment et grimpe dans sa limousine pick-up ornée de flammes qui rappelle la customisation de motos type Harley Davidson, par exemple. Le goût de la décoration de la carlingue est voilà, douteux, mais bon, voilà. Pour Macaigne, la pièce est une sorte de cavale sur place avec deux types qui s'aiment et se détestent en même temps. Le cinéaste s'emporte même. Euh, on a beaucoup retenu l'aspect séducteur de Don Juan. Mais pour moi, son propos est surtout politique. C'est quelqu'un qui cherche les limites, la mort, la cruauté, quelqu'un qui brûle, qui ne veut aucun compromis, aucune hypocrisie. Vous aurez remarqué que dans aucune de nos versions, Don Juan est perçu comme un séducteur. Enfin, sans doute sont-ce les mauvaises mises en scène de Don Juan qui le considèrent comme un séducteur. Donc plutôt que de se conformer à l'image d'un Don Juan mature, sûr de lui et séducteur, laissé dans l'esprit de Macaigne par Michel Piccoli dans ses souvenirs scolaires. Donc Macaigne en fait plutôt un jeune branleur blindé de thunes, je le cite, un petit con qui pourrait travailler dans la pub, un truc de ce genre. Sganarelle, lui, a la rondeur trompeuse. Il passe son temps à toiser d'un air mi-dégoûté, mi-consterné son maître pour lequel il déclare véritablement son amour dans une scène qu'invente Macaigne. La scène centrale du film, elle, nous mène dans un hôpital psychiatrique, un hôpital désaffecté où Mathurine, incarnée par Claire de la rue du Camp, et Charlotte, Julie Sicard, et Pierrot, joué par Jérémy Lopez, ne sont pas des paysans, mais de pauvres êtres, des êtres mis à l'écart, des êtres marginalisés. La notion d'adaptation prend ici tout son sens, en particulier lors d'une des scènes, à mon sens, les plus réussies du film, une scène muette, il y a 20 minutes, il me semble, sans parole dans le film. Donc, une scène muette, celle de la rencontre entre Mathurine et Don Juan, scène que Macaigne invente en imaginant un tendre commerce des corps de part et d'autre d'une fenêtre. C'est ce que vous voyez à l'écran. C'est une scène très onirique par laquelle on comprend que la rencontre avec l'autre ne s'opère qu'à travers la distance créée par la vitre. Comme s'il fallait que Don Juan soit protégé par une surface en particulier pour enfin éprouver quelque chose. Macaigne réaffirme là ce que l'on voit dans son théâtre, son goût pour une certaine brutalité. On crie beaucoup au théâtre comme au cinéma chez Macaigne. Cette brutalité alternée avec une grande douceur. On se regarde et on se touche parfois avec beaucoup de tendresse dans Don Juan et Ganarelle comme dans les spectacles de Macaigne. La conquête de Charlotte se fait quant à elle dans un quasi
somnambulisme, presque par automatisme, sans aucun plaisir. Charlotte elle-même ne semble pas y croire et son consentement est pour le moins forcé. Là également, on est dans une scène gênante, voire malaisante pour citer Isabelle. Dans cette scène très dérangeante, Don Juan abuse non seulement de son statut social en proposant une alternative sociale à Charlotte, mais il abuse également de la vulnérabilité de cette dernière, vulnérabilité peut-être mentale, ce n'est pas précisé, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On n'est pas loin d'une forme d'emprise dans l'acquiescement de Charlotte aux avances de Don Juan. Le sentiment d'impunité du séducteur, du libertin, s'étend à la violence physique qui s'exerce avec acharnement, très dérangeant là également, cet acharnement qui déferle sur Pierrot, tandis que les jeunes femmes se battent. C'est une brutalité sociale qui s'exprime ici à travers le regard de Macaigne et pas du tout une scène de séduction. On est très très loin de la scène de la salle qu'on évoquait tout à l'heure. La scène est interrompue par l'irruption aux abords de la demeure des hommes au flambeau. J'aborde maintenant le dénouement. Donc chez Molière, Don Juan meurt foudroyé par la statue du commandeur, mais dans le film, il en va tout autrement, notamment parce que Sganarelle, qui a pourtant déclaré son amour aux libertins, comme nous l'avons dit précédemment, Sganarelle joue un rôle important dans le châtiment de son maître. Chez Macaigne, tout son naturel a disparu au profit du fait divers, car la mort de Don Juan est totalement assimilée à un suicide. La bouche noire du jeune homme, maculé d'une substance visqueuse, cette bouche noire témoignant très clairement d'une intoxication ou d'un empoisonnement. La lente agonie du protagoniste est filmée dans la rue, sur les marches de l'opéra Garnier, devant des personnes qui s'attroupent pour assister à la prise, dans ce qui apparaît alors comme une véritable scène de théâtre, mais au cinéma. Des photographes mitraillent son corps, une ambulance arrive, enlève le cadavre de Don Juan de la voie publique et l'emporte sous le regard de curieux. Cependant, le commandeur n'a, à mon sens, pas complètement disparu. On le voit à travers les plans de ce dénouement, puisque le commandeur semble fragmenté en plusieurs figures sur lesquelles insiste la caméra. Le prêtre tué au début du film, qui surgit à nouveau, les sculptures qui ornent la façade de l'Opéra Garnier, et enfin Sganarelle, lequel a injecté à deux reprises un produit dont la nature n'est pas précisée, mais qui a injecté à deux reprises quelque chose dans le cou de son maître lorsque celui-ci faisait l'éloge de l'hypocrisie. Chez Macaigne, c'est avec cynisme que le valet se voit verser son salaire, car le film se clôt sur l'assassinat de Sganarelle par l'un des hommes de main d'Elvire. Je conclurai cette rapide présentation d'une version à l'arrache et trash. J'utilise deux mots que Macaigne ne refuserait pas, je pense. Cette présentation à l'arrache et trash du mythe de Don Juan, je la terminerai en citant les mots de son interprète, Loïc Corbery. Si on lit cette pièce comme une longue descente vers la mort, ce qui est mon cas et celui de Vincent Macaigne, j'aurais tendance à dire que Sganarelle aide Don Juan à mourir, il l'aide à aller au bout de cette démarche de suicide. Je dirais plutôt ça. Plutôt que de dire que Sganarelle supprime son maître, il l'accompagne. Même Don Juan hésite. Il l'aide à accomplir son destin. Donc Jean Lambert Wilde, qui a dirigé la comédie de Caen, le CDN de Normandie de 2007 à 2014, a ensuite dirigé un autre CDN, celui de Limoges, le théâtre de l'Union. Et donc, c'est à Limoges qu'il propose une version de Don Juan. C'est au cours de ce mandat de 2015 à 2020 qu'il propose une version de Don Juan. Dans cette version, l'action se déroule dans un lieu unique aux significations multiples. Une bâtisse décrépite dont la table de réception occupe le premier plan. Ce décor, qui fait penser à une maison à l'abandon, sur laquelle la nature reprend ses droits, est le lieu où Don Juan, contrairement à la pièce, attire à lui les autres personnages plutôt qu'il ne part à leur rencontre.
de cette luxuriance aux couleurs vives, contrastant avec l'intérieur de ce qui semblait être une maison décatie, se détache une figure qui est familière pour les spectatrices et spectateurs qui connaissent le travail de Jean Lambert Wild. En effet, cette figure qui se détache de ce fond luxuriant, c'est un clown au pyjama rayé, blanc et bleu. C'est le clown Grand Blanc. Le clown qui, en 2014, avait interprété Lucky dans En attendant Godot de Beckett, qui avait également incarné Richard III en 2016 à Limoges. Donc ce clown blanc, après avoir joué donc Richard III et Lucky, s'empare en 2019 de Don Juan. Clown qui, depuis 20, peut-être même 25 ans, est le véritable double de Jean Lambert Wild. C'est dans une ambiance de cabaret que nous allons être confrontés, là encore, à un anti-séducteur, un anti-Casanova, qui ici défie non pas le ciel, mais sa propre mort. L'espace en entier renvoie à l'image d'une sorte de grotte dont seul un escalier en colimaçon, dont les marches sont constituées, oui, sont constituées en porcelaine de Limoges. Autre clin d'œil à l'artisanat local, la tapisserie d'Aubusson en point numérique hein, qui sert à représenter la végétation foisonnante, luxuriante, euh, dont vous voyez ici clairement qu'elle occupe largement l'espace. Donc l'espace dans son intégralité renvoie l'image d'une sorte de grotte, mais l'escalier pourrait laisser deviner un accès à l'air libre, un accès vers le ciel. Cependant, Don Juan, qui est le seul utilisateur de cet escalier, ne va jamais au-delà de la première station, à mi-hauteur, l'espace semblant ainsi être complètement dépourvu de toute forme de transcendance. Nous voici peut-être également au temps des colonies. Ce grand blanc Don Juan est peut-être un planteur esclavagiste sadique qui noie son nihilisme dans le rhum. On boit énormément, enfin Don Juan boit énormément dans cette mise en scène. En termes de distribution, il est à noter que 4 rôles sont confiés aux jeunes étudiants de l'Académie de l'Union, donc l'école supérieure professionnelle de théâtre du Limousin, attachée au théâtre de l'Union. Ces actrices et acteurs jouent Elvire Charlotte, en ce qui nous concerne, mais également le père de Don Juan et le mendiant. Notons également les deux Sganarelle qui se sont succédés. D'abord Steve Tiunche, puis, lors de la tournée, Yaya Mbile Bitang, un comédien et une comédienne au jeu farcesque qui apporte une once d'humanité dans l'univers décadent et impitoyable du spectacle. Face aux facéties grand guignols de leur maître, l'un et l'autre apportent du calme, de la tempérance, ce qui ne les empêche pourtant pas de se faire les complices du maître. Le costume de Steve Chunche, comme celui de Yaya Mbile Bitang, renvoie à une vision morbide qui tranche avec la corpulence et la vivacité des interprètes. Le choix des costumes induit fortement, éclaire fortement la relation entre le personnage du maître et le personnage du valet. Le costume de Don Juan annonce bien sûr sa mort prochaine, tandis que celui de son valet, qui le suit à la trace, rend visible cette mort par le squelette qui orne le collant. On peut relever également peut-être une connotation de précarité, comme si le valet n'avait que la peau sur les os. On peut y voir également une figurine désarticulée, un pantin, une marionnette, celle de Don Juan en l'occurrence. On pense également à la danse macabre médiévale, ou peut-être également au Baron Samedi, figure célèbre du culte vaudou. Don Juan, fardé de blanc, porte une chemise blanche avec des manches de dentelle, des souliers rouges à talons.
Son costume et son maquillage blafard annoncent sa mort imminente par leur blancheur maladive. Le rouge des cheveux, comme des chaussures, font de lui à la fois un clown et un personnage diabolique. Il s'agit peut-être aussi, à travers ses choix, d'une caricature du teint pâle des petits marquis du XVIIe siècle, un petit peu comme chez La Salle, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Dès le prologue, la pièce présente un Don Juan suicidaire qui se sait condamné. D'ailleurs, la mise en scène commence par un geste tout à fait explicite, Don Juan jouant la roulette russe. Ce Don Juan à la noirceur cynique est un tyran domestique habité par une folie destructrice, à l'image des humiliations qu'il fait subir à Elvire, dont nous allons parler immédiatement. Donc la jeune femme, à la scène 3 de l'acte 1, encore vêtue de sa robe de mariée, arrive par l'espace qui est réservé à Jardin aux musiciens de l'orchestre qu'accueille chez lui Don Juan. C'est-à-dire qu'elle entre par un espace qui est conçu pour l'orchestre, donc pour la mise en spectacle. Le jeu d'Elvire, entièrement construit sur la sincérité et la volonté de recevoir une parole vraie de Don Juan, est, par le dispositif de la scène, complètement retourné contre elle. Don Juan s'éloigne au lieu de se rapprocher d'Elvire. Il prend de la hauteur en s'installant sur les marches de l'escalier, en position de spectateur, et se dissimule derrière un éventail, comme s'il était au spectacle ou qu'il menait lui-même l'action, comme un metteur en scène ou un démiurge. C'est cependant un spectateur en sursis, car il est saisi de violentes quintes de toux. Vous le voyez dans l'image du haut. La jeune femme se trouve prise au piège d'une triangulation, d'un dispositif triangulaire qui va la ridiculiser. Don Juan et Sganarelle, ainsi que l'orchestre, s'associent pour l'humilier à répétition. Sganarelle, lorsqu'elle parle pour lui, est ici véritablement la marionnette de son maître, ce que son costume suggérait déjà. La bouffonnerie de l'interprétation de la scène éclate avec l'interruption des musiciens qui chantent. On s'en fout de tout ce qu'elle raconte. Chanson reprise en chœur par le libertin et l'orchestre. La cruauté envers Elvire est fortement concurrencée par le comique de la scène, car si Elvire est tout entière à la contrition, à l'humiliation, elle s'humilie elle-même, comme lorsqu'on la voit éclater de rire face à l'hypocrisie de Don Juan, qui en appelle au ciel. C'est l'image du bal, elle se plie en deux temps, elle éclate de rire, ce qui, pour moi, est vraiment le signe qu'elle s'humilie elle-même. Ou alors, lorsqu'elle s'allonge sur l'amas de tapisserie qui se trouve à Jardin et qu'elle y reste même après avoir reçu un verre d'eau au visage, c'est l'image de droite. Cependant, face à cette contrition, face à cette humiliation, ce n'est que par la dérision que répond Don Juan. Dérision qui se prolonge au-delà de la scène par un ajout textuel de la part des deux metteurs en scène, Jean-Lambert Wild et Lorenzo Malaguerra. Pourquoi dérision qui se prolonge? Parce que on décèle, enfin on entend tout simplement un jeu de mots sur la réplique d'Elvire. Je ne veux pas, je n'en veux pas ouïr davantage. Je n'en veux pas ouïr davantage. Devenu chez Jean-Lambert Wild et Lorenzo Malaguerra, je n'en veux pas jouir davantage. La tonalité comique et cruelle de la scène est en elle-même un écrasement humiliant du personnage d'Elvire. Dans cette version grand guignol, la démonstration de l'efficacité de la stratégie de séduction de Don Juan est concentrée en une seule scène, celle de la rencontre avec Charlotte. Dans cette version, Mathurine et Pierrot sont évacués. Là encore, la jeune femme est au cœur d'un triangle de complicité, puisque l'orchestre, comme Sganarelle, accompagne les efforts de Don Juan pour conquérir Charlotte. Là encore, la tonalité comique de la scène est très patente. Cette scène est portée par une Charlotte fantasque, délurée, particulièrement complaisante aux facéties du libertin, à limite le chien de concert avec Don Juan. Cependant,
Cette tonalité comique est brutalement brisée par deux coups de feu tirés hors scène, signe très explicite du meurtre de la paysanne. On a ici l'illustration parfaite de cette approche grand guignol ou grand guignolesque de Don Juan par Jean Lambert Wilde et Lorenzo Malaguerra. Le grand guignol étant un macabre exagéré, particulièrement grandiloquent. Au dénouement, l'éclairage d'un bleu sombre fait complètement disparaître la tapisserie luxuriante et l'imminence de la mort du séducteur se lie dans les dernières étreintes entre Sganarelle et son maître. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans la pièce, je pense à la version avec une Sganarelle, une valette, comme le dit Don Juan ou le dit Sganarelle elle-même, à plusieurs reprises dans cette version, une relation intime, voire amoureuse, est suggérée entre les deux personnages et avoir choisi une Sganarelle contribue fortement à l'ambiguïté de la relation entre Don Juan et Sganarelle, hein, puisque la Valette est également l'objet de la séduction du maître. Et il y a différentes scènes dans lesquelles cela est très visible. Don Juan fait venir jusque sur ses genoux Sganarelle, par exemple. Ils vont jusqu'à s'embrasser, hein, c'est le cas lors du dénouement. C'est presque l'image que je vous montre là en haut. Donc, dans ce dénouement, ce n'est plus du ciel que viendra le châtiment, car aucune transcendance n'est possible dans cet univers tel que dessiné par Jean Lambert Wilde. Si ce n'est pas du ciel, ce sont des profondeurs même de la maison que surgira le châtiment sous la forme de trois spectres qui sont autant de doubles du libertin. Alors que Don Juan tente de se suicider à l'aide du revolver qu'on a vu au tout début de la pièce, sa voix est prolongée de manière artificielle par un travail d'amplification et nous comprenons que le châtiment prend les traits, prend la forme d'un cauchemar, d'un un espace mental halluciné à l'image de la déformation de la table comme habité par une présence spectrale. Le libertin est abattu, comme chez Bobet, d'un coup de feu sur sa propre table à manger, lieu de tous ses excès, comme chez Mesguich, le lieu des excès était le lit, lieu par lequel meurt Don Juan, comme nous l'avons vu il y a quelques minutes. Donc il meurt abattu d'un coup de feu. Le jeu avec le pistolet présent dès l'ouverture de la pièce s'est bien retourné contre Don Juan. Donc pour conclure, je dirais que sortir du spectacle proposé par Lorenzo Malaguerra et Jean Lambert Wilde s'apparente pour les spectatrices et les spectateurs à sortir, quitter un train fantôme de fête foraine.